Bonjour et bonne année. Dans ce projet, dans cette vidéo, on va voir comment partir un projet et en fait être capable d'exécuter rapidement notre code en utilisant des tests unitaires. Donc on va utiliser la librairie JUnit 4 et également voir comment partir des exécutions en mode débogage. Donc on va se créer un nouveau projet. L'exemple qu'on va utiliser au fil de la vidéo, c'est le calcul de l'impôt sur le revenu. Et on va se faire un projet Maven. Donc on est dans IntelliJ, on a créé un nouveau projet, on va partir à un projet Maven et on va le créer à partir d'un archétype. Alors on va prendre dans un projet d'Apache et on va prendre le Quick Start. Quick Start va nous créer automatiquement une petite classe. Donc ici on va décrire notre compagnie ou notre organisation. Ici je vais mettre mon nom et donner un nom au projet. On va l'appeler TaxTax. Et ici une version, on peut garder 1.0 snapshot. Ici, il nous propose un endroit où on va pouvoir sauvegarder les fichiers. Donc ici, on l'a mis dans le répertoire téléchargement de la machine, mais peu importe. Donc ce qu'on va vouloir calculer en tant qu'exemple, c'est un impôt sur le revenu. Donc en fait, ce qu'on veut, c'est que les personnes payent 10% d'impôt jusqu'à 20 000 de revenus, 20% d'impôt jusqu'à 100 000 de revenus, et 30% au-dessus de 100 000. Donc on va vouloir calculer une fonction qui nous permet de calculer ça. Donc on va ici commencer notre programmation. Donc dans IntelliJ, on va aller dans src main, qui est l'endroit où on doit faire le code source. Et on va se créer une classe de calcul d'impôt. Qui va contenir une seule méthode, qui devra nous donner le montant. Alors le montant, c'est un nombre à virgule, donc on va utiliser le type float, qu'on va appeler calculer impôt, et qui va prendre le revenu, encore une fois un float, de la personne. Alors pour l'instant, on n'a aucune information, donc on va tout simplement dire que le résultat c'est 0.0, pardon, 0, voilà, et retourner ce résultat. Alors évidemment, pour l'instant, on n'a rien fait, donc on n'a pas le bon calcul. On va juste rapidement revenir sur... oui, il faut mettre un petit F. 0.0F, c'est le 0 de float. 0.0, c'est le 0 de double, nombre en double précision. Mais là, on a juste besoin de float. Donc, regardons un petit peu quels sont les taux d'impôt. Donc, 10% jusqu'à 20 000, ça veut dire que quelqu'un qui touche 20 000 dollars dans une année va payer 10% d'impôt de ceci, c'est-à-dire 2 000 dollars. Donc on sait combien devrait payer, la fonction doit renvoyer 2 000 pour quelqu'un qui touche 20 000. Si jamais quelqu'un fait 100 000 dollars, en fait c'est pas exactement 20% de ça. Il faut d'abord calculer 10% de son premier 20 000 à 10%. Ça va lui donner, alors sphère de ligne ici. Il va donc payer 2 000 là-dessus. Et il reste 80 000 dollars qui lui va être imposé à 20%. Alors, si on calcule 10% de 8 000 dollars, c'est 80 000 dollars, c'est 8 000 dollars. 20% c'est le double, donc c'est 16 000 dollars. Donc au final, la personne qui fait 100 000 dollars va payer 18 000 dollars d'impôt. Et si on prenait quelqu'un par exemple qui fait 200 000 dollars, ouais, c'est ça, à peu près. Tac. Alors là, on aurait grosso modo les deux premières lignes seraient les mêmes. Et il lui resterait un reliquat de 100 000 dollars, parce que c'est 20 000 plus 80 000, ça fait 100 000. Il lui reste encore 100 000 sur lesquels il n'a pas payé d'impôt. Cette fois-ci à 30%. Et 30% de 100 000 dollars, ça lui ferait 30 000 dollars. Donc là, si on fait la somme, 30 000 plus 16 000 plus 2 000, ça doit nous donner 48 000 dollars. Donc on vient de calculer à la main les impôts que devrait payer
ces trois personnes-là, 20 000, 100 000, 200 000, et on va essayer de faire la fonction pour pouvoir le valider. Donc mettons que on prend quelqu'un qui a un revenu qui est inférieur à 20 000 $. Dans ce cas-là, on se retrouve avec quelqu'un qui va devoir payer 10% de son revenu. Donc on va return revenu divisé, enfin multiplié par, alors 10% c'est 0,10. Alors là, vous voyez qu'à chaque fois qu'on a un double ou float, il nous pose des petits problèmes. On va tout simplement changer notre signature pour dire que tout est en double. On va juste gagner en précision. Donc on perd rien, on peut juste gagner en précision. Donc on a ça. Alors évidemment, maintenant on a écrit ça, on aimerait s'assurer que ça nous donne bien la bonne information pour n'importe quelle personne qui fait un revenu aux alentours de 20 000 $. Alors en particulier ici, on voit bien que si quelqu'un fait 19 999 à 10%, il va payer 1999 et 90 centimes. Donc on aimerait pouvoir tester ces choses-là. Par contre, si jamais on prend quelqu'un qui fait 20 000 $ et 1, alors lui, il va avoir 20 000 $ à 10%. Et il va avoir 1 $, 1 $ à 20%. Autrement dit, il va devoir payer 20 000, enfin 2 000. Alors, 20% de 1 $, c'est 20 centimes. Et donc, il va payer 2 000 $ et 20 centimes. Donc, ce qu'on voudrait, c'est pouvoir vérifier que tous ces calculs sont faits correctement. On vient d'écrire un petit morceau de code, mais on n'est pas capable de l'exécuter pour l'instant. Donc, la meilleure solution, ça va être d'aller créer un test unitaire. Donc, un test unitaire, c'est quoi? C'est simplement une classe qui va nous permettre de valider le bon fonctionnement de notre autre classe. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va se créer une nouvelle classe qu'on va appeler test calcul impôt. Autrement dit, on met juste test et ensuite le nom de la classe qu'on teste. Alors, juste avant de faire notre modif, on va aller faire quelque chose ici. L'archétype qu'on a utilisé au début utilise ici la version 3.8 de JUnit. On va aller chercher la version la plus récente de JUnit. Alors, vous tapez ici JUnit, Maven, Dependency. Et vous allez tomber sur Maven Repository, qui est un site qui référence toutes les dépendances classiques de Maven. Donc on voit ici qu'on a une 4.12 qu'on va aller inclure dans notre projet. Alors le gros avantage de Maven, c'est que pour ajouter une librairie à un projet, on va simplement dans le POM ici, et on la rajoute ici. Alors on n'a pas besoin de la rajouter, parce que finalement elle est déjà là. Donc tout ce qu'on va faire, c'est changer le 3.8 par un 4.12 ici. 4.12, sauvegarder, et on vient de changer la version. Ça s'est téléchargé en arrière sans qu'on s'en rende compte. Donc on va aller sur test et on va écrire notre premier test. Alors pour écrire un test, on écrit @test, et il faut que la méthode soit publique, qu'elle ne vous renvoie rien, et elle peut s'appeler comme elle veut, mais en général on l'appelle test. Alors on va appeler test, calcul, 20 000. Elle ne prend pas de paramètres, parce qu'on ne pourrait pas lui en passer. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder quel est le résultat si on essaye de calculer l'impôt de 20 000. Alors pour l'instant, je n'ai pas d'objet de calcul d'impôt, donc je vais me le récupérer ici. Donc je viens de créer un nouveau calculateur d'impôt, et je vais lui donner 20 000. À calculer. Et je vais afficher dans la console le résultat.
et un petit peu plus loin. Alors, habituellement en programmation, on ne sait pas si ça marche. Donc quand on ne sait pas si ça marche, ce qu'on fait, c'est qu'on va l'exécuter en mode débugage. Donc on va mettre un point d'arrêt ici. Le point d'arrêt va tout simplement se mettre en allant dans la marge et en cliquant sur une ligne où il y a une instruction de code. Donc il y a quelque chose qui doit s'exécuter. On va cliquer sur test calcul 20 000, cliquer droit et lui demander de débugger. Alors à ce moment-là, on va simplement attendre un petit peu qu'il parte en mode débugage et on va expliquer les différentes choses qu'on peut retrouver au niveau du débugger. Voilà, ça prend un petit peu de temps. Donc, ce qu'on va voir ici, c'est la vue de débugage. Ce qu'on voit ici, c'est la pile d'appels. Donc, ça veut dire toutes les méthodes qui ont été ouvertes pour l'instant, mais qui ne sont pas encore fermées. Donc, on voit qu'on a un certain nombre d'éléments ici qui correspondent à JUnit Starter, Main, un certain nombre de méthodes qui sont déjà appelées, etc., jusqu'à ce qu'on arrive à la nôtre. On est bloqué, et on va voir ici toutes les variables qui sont actuellement disponibles. Ici, on a différentes commandes pour contrôler l'exécution. On peut l'arrêter. On peut continuer. Ça, on va voir à quoi ça correspond juste après avec 2 points d'arrêt. On peut voir la console. Donc ça, c'est l'endroit où nos affichages vont se faire. Et on a un certain nombre de commandes ici qui vont être les plus intéressantes pour nous. Celle-ci correspond à sauter une instruction. Donc en fait, on va exécuter cette instruction-là et se retrouver juste en dessous avec une instruction qui a été faite. À partir du moment où on a sauté cette instruction, on a vu que calcul maintenant existe, parce qu'elle a été définie, et elle correspond même à un objet. Donc on peut voir le détail de cet objet-là, calcul impôt, qui n'a rien à l'intérieur. On arrive à la deuxième ligne, la ligne qui est surlignée en bleu ici, et la prochaine ligne qui va s'exécuter. Et ici, on va utiliser autre chose, on va utiliser le step into. Step into, ce que ça va faire, c'est qu'au lieu de passer au-dessus de l'instruction, ça va passer dans la méthode qu'on appelle. Donc ici, on a calculé impôt. En faisant step into, on va lui demander d'aller dans la méthode. Et donc on se retrouve à l'intérieur de la méthode qui vient d'être appelée, qui s'appelle calculer impôt. Au passage, on voit ici qu'elle s'est ramassée au-dessus de la pile. Donc on est toujours à l'intérieur de test calcul, mais on est aussi à l'intérieur de calculer impôt. Donc on se retrouve avec la dernière méthode qui est en cours d'exécution, qui est calculer impôt. Donc ici on a double résultat égale 0. Si on fait un step over, on se rend compte que notre revenu n'est pas inférieur strictement à 20 000 et que du coup on renvoie 0. On arrive ici, donc on vient de sortir de la méthode et on arrive à notre élément d'affichage, ce qui arrive à la fin de notre test. Si on regarde dans notre console, le système.out.println a créé l'affichage, le résultat est 0 ici. Si on fait encore step over, on se retrouve à passer à travers certaines classes qui correspondent à le test JUnit. Alors si on veut tout simplement arrêter de s'arrêter et continuer l'exécution, on appuie sur ce bouton-là qui va aller jusqu'au bout de l'exécution, en fait plus précisément jusqu'au prochain point d'arrêt. Donc on se retrouve à avoir quelque chose qui nous donne le résultat est 0. Alors je vous rappelle qu'on n'est pas très content parce qu'on s'attendait à ce que pour 20 000 $, le résultat ça soit 2 000. Alors on peut essayer avec quelque chose d'un petit peu plus bas, donc cette fois-ci on va refaire notre test unitaire. Mais on va se faire un test pour 19 999. Si je ne me trompe pas de... C'est ça. Et exécuter celui-ci. Donc encore une fois, tant qu'on ne sait pas si les choses se passent bien, on exécute en mode debug. Alors là, on vient d'exécuter en mode debug. Enfin, on vient. C'est en cours. C'est au bord de commencer. Je vais aller fermer ma fenêtre derrière. Et on ne s'est absolument pas arrêté. Alors pourquoi on ne s'est pas arrêté? C'est parce qu'en mode debug, si vous n'avez pas de point d'arrêt, le code ne s'arrête pas. Donc on va voir comment mettre un autre point d'arrêt. On va mettre un point d'arrêt cette fois-ci dans calcul impôt. Donc par exemple à la première ligne ici. Donc on relance. Alors si on appuie sur debug ici, ce qui va relancer, c'est la dernière configuration d'exécution. Donc on voit ici test calcul impôt, test calcul 19 999.
c'est celui-là qui va repartir. Donc on le relance. Et on se retrouve arrêté ici. Alors on voit au passage qu'on est bien dans test calcul 1999 ici, mais qu'on est dans calcul impôt à l'intérieur. Cette fois-ci, on fait un step over. Cette fois-ci, on voit que le revenu de 19 999 est bien inférieur à 2000. On passe dans revenu x 10%, et c'est ça qu'on va renvoyer. Et donc là, on se retrouve bien avec comme résultat, alors là, on peut relâcher l'exécution pour la finir, aller dans console, et on voit que notre résultat est bien 1999.2. Donc, première chose qu'on a détectée en exécutant ce code pour une première fois, c'est de se rendre compte que dans notre calcul d'impôt, on veut des revenus qui sont inférieurs ou égaux à 20 000, et dans tous ces cas-là, on va renvoyer revenu fois 10%. Alors maintenant, on va faire le cas où ça ne serait pas vrai, donc si jamais on n'est pas dans le revenu qui est inférieur ou égal à 10%, donc c'est-à-dire quelqu'un qui a deux portions dans son impôt, une portion en dessous de 20 000 et une portion inférieure, enfin super, entre 20 000 et 100 000. Donc, encore une fois ici, il va falloir qu'on se pose la question, est-ce que la personne a un revenu qui dépasse 100 000 $? Donc après notre else ici, on va faire un if revenu est inférieur ou égal à 100 000 $. Alors, comme on est dans le else du premier cas, on sait que le revenu est strictement supérieur à 20 000, sinon on serait passé là, et on ne peut pas passer ici, et que le revenu est inférieur ou égal à 100 000. Donc on va essayer de calculer l'impôt. Alors évidemment, ce qui nous intéresse, nous, à partir du moment où la personne a plus que 20 000, on sait qu'en partant, il va falloir qu'il paye son 2 000 sur les 20 000, mais on sait aussi qu'il va falloir qu'il paye un supplément pour ce qui est entre 20 000 et 80 000. Donc on va essayer de déterminer ce supplément-là. Donc on va en fait essayer de dire que l'impôt je vais y arriver, résultat, est égal à, alors bon, il y a le 2000 en partant, avec un 0, pardon. Et il va falloir lui rajouter un montant sur la différence, donc entre 20 000 et 100 000. Donc on va faire résultat plus égal. On va prendre 100 000 moins le revenu, et on va multiplier ça par, alors cette fois-ci c'était 20%, donc 0,20. Donc on est en train de dire qu'on calcule la différence, on va ajouter, on va appliquer un taux d'impôt de 20%, et on va rajouter ça au résultat, et finalement on va renvoyer ce résultat là. Donc un des moyens de le tester, c'était notre 20 001. Donc si on revient ici à nos impôts, donc si quelqu'un touche 20 001 $, on s'attendrait à ce que le résultat soit, alors là je vous rappelle que c'était 2000 $ et 20 centimes. Alors si on est très confiant, évidemment on peut exécuter sans debug. Alors ça va plus vite, ça s'exécute d'un coup et on voit le résultat. Malheureusement là apparemment on a un problème puisque on voulait avoir un résultat de 2000 $ et 20 centimes et on a 17 999 et 80. Donc ce qu'on va faire, c'est que si on a un résultat bizarre, on va les réexécuter avec un point de debug pour trouver l'endroit où quelque chose ne se passe pas normalement. Alors, la première chose qu'on va voir, c'est le resume ici, le récupérer finalement l'exécution du programme. On s'est arrêté à ce point de debug là, mais finalement on l'a mis, mais c'est pas ça vraiment qui nous intéresse. Celui qui nous intéresse, c'est celui dans le calcul. Donc on va tout simplement faire ça, et ça ce que ça va faire, c'est que ça va remettre l'exécution normale jusqu'au prochain point d'arrêt. Ce qui nous amène à notre prochain point d'arrêt ici. Donc là on avance,
Alors, on ne devrait pas passer par là, notre revenu est supérieur à 20 000. C'est correct, on arrive bien ici, on arrive bien dans le if. On arrive bien ici, donc là pour l'instant notre résultat vaut 0. Quand on passe une exécution, notre résultat passe à 2000, ce qui est normal, ça c'est notre 10% d'impôt sur nos 20 000 premiers dollars. Et quand on passe à l'exécution d'après, on arrive à 17 999. Donc à cet endroit-là, il y a quelque chose qui pose problème. Donc on va essayer de regarder comment on peut débugger ça. Alors en particulier, on va utiliser l'évaluateur d'expression. Donc là, ce qu'on va rajouter à notre résultat, on voudrait l'évaluer. Donc on clique droit, et ici vous avez une option qui s'appelle Evaluate Expression, qui va nous permettre en fait de demander à IntelliJ de nous donner la valeur. Donc il va recopier ici, on fait Evaluate, et il nous dit que ça vaut 15 999. Je vous rappelle qu'on s'attendait à 20 centimes. Alors on peut essayer de regarder les autres valeurs. Et ici on a 79 999. On peut aussi demander à évaluer tout simplement le revenu. On voit bien que c'est notre 20 001. Et nous, ce qu'on voulait faire, c'était 100 000 moins le revenu. Donc ici, on voit bien 80 000 dollars. Alors, ce qu'on vient de réaliser, finalement, c'est que ce qu'on veut, c'est pas 100 000 moins le revenu, mais en fait, c'est le revenu, parce que tout ce qu'on veut, c'est identifier le dernier dollar. On veut le revenu moins 20 000. Et ici, on obtient bien 1 dollar. Donc, en utilisant Evaluate Expression, on va regarder ce gros morceau qui est relativement complexe, qu'on a écrit d'un coup, en réfléchissant, mais pas assez, et se rendre compte qu'en fait, au lieu de vouloir 100 000 moins le revenu, on veut le revenu moins les 20 000 dollars qui ont déjà été imposés. Donc, on peut arrêter notre exécution ici, et relancer notre test, et se retrouver avec notre 2000 dollars et 20 centimes, qui était bien le résultat attendu. Alors, on va s'arrêter un petit peu dans l'exécution de notre truc, et dans l'implémentation de notre méthode, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire ici des assertions. Ici, une assertion, c'est quelque chose qui va rendre le code échouer si jamais elle est fausse, et passer si jamais c'est vrai. À cet endroit-là, on s'attend à ce que... Alors, on va faire l'import ici. On s'attend à ce que le résultat vaille 1999 et 9. Donc ce qu'on fait en mettant notre insertion ici, c'est que... J'ai oublié mon point 9, voilà, c'est ça. J'ai mis une virgule malheureusement. Donc ce qu'on dit ici en fait, c'est que le résultat devrait valoir 1999 et 9. Alors le seul problème ici, c'est que comme on teste des valeurs à virgule flottante, il faut lui donner une tolérance. Donc on dit qu'on veut que ça soit égal à 0,1 près. Donc si on exécute ça maintenant, ce test ici, sans le débugger, hein, on a déjà vérifié que ça fonctionnait correctement, on voit que l'assertion va être vraie. Si jamais, par exemple, je mettais une assertion en demandant à ce que ici le résultat soit égal à 2001, ce qui se passera, c'est que il va nous indiquer la différence de résultat. Il s'attendait à 2001 et il a récupéré 2002. Alors, dans notre cas, c'était vraiment juste pour vous montrer ce qui se passe quand ça marche pas, parce qu'évidemment, nous, on veut que ça soit 2002 centimes. On va aussi rajouter une assertion sur notre deuxième test, pour simplement ici dire qu'on s'attend à 2000 dollars d'impôt exactement. Donc ce que ça veut dire, c'est que maintenant, on est capable de normalement calculer des impôts. On peut tout de suite écrire ce qui devrait se passer pour quelqu'un qui fait 200 000 dollars, parce qu'on le sait, parce qu'on l'a calculé à la main. On sait que quelqu'un qui fait 200 000 dollars devrait payer 48 000 dollars d'impôts. Donc ici, on a bien écrit 200 000 et on s'attend à 48 000, faut pas se tromper dans les zéros, dollars. Alors si on l'exécute maintenant, on va se rendre compte que
On en est sans doute loin. Effectivement, pour l'instant, la personne qui fait 48 000 $ va payer un total d'impôt de 0. Donc on a clairement un problème ici au niveau de notre code, ce qui est normal puisqu'on n'a pas encore géré ce cas-là. Donc à cet endroit-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir à notre test de calcul d'impôt, à notre calcul d'impôt, et il va falloir qu'on gère le troisième cas, qui est celui où la personne fait plus que 100 000 $. Alors on n'a pas besoin de mettre de if, parce qu'en fait c'est tous les autres cas où on va avoir un dépassement de ce type. Dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? En fait, notre résultat, on va y mettre les 2000 $ sur la première tranche. Ensuite, on va ajouter, alors évidemment on pourrait le faire en une seule ligne, mais c'est simplement pour que vous voyez le détail. On va ajouter les 16 000 $ qui correspondent à 20 000 $ d'imposition sur les 80 000 suivants. On s'entend, la personne fait plus que 100 000 $, donc on sait qu'en partant, il faut qu'elle paye 18 000 $ sur ses 100 000 premiers dollars de revenus. Et maintenant, il va falloir ajouter le restant, qui va sans doute ressembler énormément à ça. Alors on va pouvoir se baser sur cette ligne-là. Alors cette fois-ci, c'est le revenu moins tout ce qui a déjà été imposé, multiplié par 30%. On voit ici que le dernier return résultat nous dit que c'est impossible, parce qu'en fait, on a de toute façon déjà envoyé un résultat dans les trois cas. Alors, on va réexécuter notre test. Alors, on s'attendait à 48 000 et on voit ici qu'on a un 54 000 $. Donc, encore une fois, on va toujours faire la même chose. On va essayer de mettre un breakpoint à l'endroit qui nous intéresse et l'exécuter en mode debug. Donc on se retrouve ici. Alors, on voit que notre résultat pour l'instant vaut 0. On fait notre premier passage. Notre résultat vaut maintenant 2000. Ensuite, on rajoute le 16 000. Donc maintenant, notre résultat vaut bien 16 000 $, 18 000 $, pardon. Et on voudrait que ceci soit égal au restant. Alors encore une fois, on va aller évaluer l'expression pour savoir à quoi ça correspond. Pour l'instant, ça vaut 36 000. Si on se rappelle ici, normalement, ça aurait dû valoir seulement 30 000. Donc, on va essayer de regarder pourquoi ça vaut 30 000. En fait, on se rend compte ici qu'on a déduit du revenu 80 000 $ uniquement, alors qu'il aurait fallu en déduire 100 000. Si on évalue à 100 000, on a bien notre 30 000 $ qui est le résultat attendu. Donc, on va simplement aller ici corriger notre code, arrêter l'exécution, parce qu'évidemment, ce qui s'exécute en ce moment, c'est le code erroné, et réexécuter notre test pour vérifier que tout fonctionne correctement. Ici, on voit que le résultat est de 48 000 et que notre test unitaire est passé. Alors, dernier élément technique, avant de parler de choses un peu plus générales, on va aller calculer la couverture de code. On a écrit ici un certain nombre de tests et on voudrait vérifier quelles sont les lignes de code qui ont été testées. Donc on va prendre notre classe ici et on va l'exécuter avec coverage. Ce qui va nous donner le résultat suivant. Donc on a ici org.deg. On a app qui n'est pas du tout, couvert. Donc on voit ici les pourcentages. Aucune des méthodes n'a été exécutée, aucune des lignes n'a été couverte. Alors pourquoi? Parce que simplement c'est une classe qui a été générée au départ et qu'on n'a pas supprimée. Ce qui va nous intéresser pour nous plus, c'est calcul d'impôt. Alors dans calcul d'impôt ici, si jamais on la regarde, on voit que ici, en vert, on a les lignes qui ont été couvertes. Chaque ligne qui a été couverte, on vous indique le nombre de fois à travers où on est passé à travers avec cette suite de tests. Donc par exemple, si jamais j'exécutais juste lui en couverture de code, alors on va remplacer la suite active. On voit ici qu'en faisant le test calcul 19 999, on a testé ces lignes de code-là, mais qu'on n'est jamais passé là-dedans et jamais passé là-dedans. Alors à quoi ça sert la couverture de code? Ça va nous servir à savoir si tous les morceaux de code ont été au moins exécutés une fois dans les tests. Donc est-ce qu'on n'a pas oublié finalement de couvrir un certain nombre de cas dans notre code qui pourraient éventuellement amener des problèmes? Donc c'est un autre élément qui est intéressant pour la couverture de code.
Autre chose, vous avez vu que en sachant que nos impôts changeaient à 20 000 et à 100 000, on a écrit des tests aux valeurs un tout petit peu au-dessus, la valeur elle-même est un tout petit peu en dessous. Si on voulait écrire quelques autres tests, il faudrait sans doute en faire un pour 99 999, sans doute en faire un également pour 100 000 et 1 dollar. De cette manière-là, finalement, on va pouvoir plus facilement et de manière plus fiable détecter les problèmes qui vont se passer sur des tests. Comme par exemple, tout à l'heure, on s'est rendu compte que notre inférieur était en fait un inférieur ou égal. Donc quand on écrit notre test rapide, nos codes initialement, on peut avoir ce type de choses-là. Un dernier point, donc on a vu comment utiliser des tests unitaires pour rapidement être capable d'exécuter notre code en mode debug, voir ce qui se passait à l'intérieur. On a vu aussi comment mettre des assertions pour s'assurer que notre code fonctionnait correctement. Par exemple, ici, on pourrait imaginer qu'on lance notre code de test, on se rend compte que tout marche bien, et on se rend compte que quelqu'un vient ici et change quelque chose par erreur, par exemple ceci, et on exécute le code, s'assurer que le code fonctionne toujours. On voit ici qu'il n'y a rien qui change. Donc là, on peut peut-être se poser la question de est-ce que ça a un impact, est-ce que nos tests sont bien écrits. Normalement, si jamais vous changez la manière dont les impôts sont calculés, il devrait y avoir un impact sur votre suite de tests. Donc peut-être qu'on n'est pas allé suffisamment proche des limites. Par contre, si quelqu'un, par exemple, venait à changer un seuil ici, on se rend compte qu'il y a un test qui vient d'échouer, qui nous donne un nouveau montant maintenant, alors qu'il aurait dû nous donner le montant de tout à l'heure. Donc ce que ça fait, c'est ce qu'on appelle de la non-régression, c'est qu'en écrivant un test, on se permet en fait facilement, en relançant nos tests à chaque fois, de vérifier que tout fonctionne toujours comme ça fonctionnait avant de faire notre différence. Donc en général, les tests unitaires, on les écrit une fois, on les exécute très souvent. Dernier point, quand est-ce qu'on écrit des tests et quand est-ce qu'on les exécute? Si jamais on arrive sur du développement test-driven, ici, les gens qui font du test-driven development ont tendance à toujours écrire les tests en premier, avant même d'écrire le code. Alors là, c'est un bon exemple, ce qu'on avait, on connaissait des montants d'impôts avant même d'avoir commencé à écrire le code, donc on pouvait écrire nos tests, on aurait pu écrire l'intégralité de notre classe ici, avant même d'avoir le calcul. On a oublié deux éléments importants dans les tests ici. La première chose, c'est la possibilité qu'un test prenne trop de temps. Donc on veut que le résultat soit atteint, oui, mais on veut aussi qu'il soit exécuté dans un certain délai. Donc la notation test vous permet de spécifier un timeout. Donc par exemple ici on pourrait dire qu'on veut que ce traitement se fasse en moins de 10 millisecondes. D'une manière générale, mettez toujours un timeout sur vos tests pour une raison relativement simple qui est que le timeout va permettre d'éviter les boucles infinies. Alors évidemment, il faut toujours se poser la question de quelle est la valeur du timeout qu'on va choisir. Ici, on voit que nos trois tests se sont exécutés en moins de 10 millisecondes. Par contre, si jamais je demande 1 milliseconde, ça va peut-être être un petit peu court. Ah, ça passe toujours. Ok. Ok, donc là, dans ce cas-là, on a un traitement qui est vraiment très très rapide. D'une manière générale, vous pouvez vous mettre un seuil dans votre équipe de développement, comme par exemple à 1 seconde, pour dire que si quelque chose prend plus d'1 seconde, c'est problématique. Ça, c'est plus un filet de sécurité pour éviter les boucles infinies. Ceci étant dit, dans certains cas, vous pouvez avoir besoin d'avoir un traitement qui est très efficace et performant, donc vous pouvez mettre un timeout qui correspond au seuil de performance auquel on s'attend. Alors, dernière chose, on ne s'est pas posé la question de qu'est-ce qui se passe si quelqu'un me demande un impôt sur le revenu d'un montant négatif. Donc, imaginons ici quelqu'un qui, par erreur, demanderait l'impôt sur le revenu de moins 10 000 $. Alors, je ne veux pas mettre d'assertion ici, parce qu'évidemment, normalement, ça ne devrait pas arriver. On va l'exécuter et regarder ce que nous renvoie notre code. Alors, quand vous demandez
Oui, sauf que j'ai oublié de changer le montant ici. Donc moins 10 000 $. Donc quand vous demandez les impôts sur moins 10 000 $, il vous renvoie moins 1 000 $. Alors évidemment, ça n'a pas vraiment de sens. Ce à quoi on s'attendrait plutôt, c'est qu'ils nous disent, bah, attention, non, il faut me donner un revenu positif. Donc dans ces cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir une classe d'exception, revenu négatif. Alors pour pouvoir la lancer, il va falloir qu'on extend exception. Donc cette classe-là, en fait, va servir à définir les cas où on a un problème au niveau du revenu. Donc on va tout simplement regarder si notre revenu est inférieur strictement à 0. On peut imaginer qu'un revenu nul, c'est un impôt nul, que ce soit un cas acceptable. Par contre, si le revenu est inférieur à 0, là on va vouloir lancer une exception, qui est exception revenu négatif. Alors à partir du moment où on lance une exception, ici on va l'ajouter à la signature pour que ce soit plus clair pour l'utilisateur. Donc ce que ça veut dire, c'est que maintenant, si on rajoute la documentation Javadoc de notre méthode, cette méthode calcule l'impôt sur le revenu. Et il renvoie une exception si le revenu est négatif. Alors maintenant, on va au niveau de notre test. Alors là, vous voyez que tous les tests doivent potentiellement lancer l'exception. Ça ne veut pas dire qu'ils vont les lancer à chaque fois, mais ils peuvent les lancer. Throws exception, ça veut dire que dans certains cas, si jamais l'information est mauvaise, il peut lancer l'exception. Donc on a ramassé ça, et maintenant on lance ça. Alors évidemment, quand on teste moins 10 000, on s'attend à ce que l'exception soit lancée. Donc on lance notre code, et il échoue. Alors il échoue parce qu'une exception a été lancée. Alors la notation de test a une option qui permet de dire qu'on s'attend à ce qu'il y ait une exception. En fait, on attend, donc on expect en anglais, l'exception, exception, revenu négatif, et il faut rajouter ici point classe. Donc ce test-là a un format un peu bizarre. On dit que on lui donne un temps d'exécution de 1000 millisecondes, mais surtout, on s'attend à ce que ça échoue, et ça doit s'échouer, et ça doit échouer avec ce type d'exception-là. Maintenant, si on lance notre test, on va voir qu'il passe avec succès, parce que le test s'attend à avoir l'exception, et comme l'exception est lancée, on est bien rentré à l'intérieur de nos paramètres. Donc ce test réussit parce que le code échoue, mais il échoue de la manière dont il devrait le faire. Donc on a vu ici les tests avec limite de temps, on a vu les tests avec possibilité de lancer une exception. La dernière chose qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment, à partir du moment où on passe une information, que l'utilisateur nous passe une information, il faut regarder tous les cas. Alors ici, on a vu le cas où le revenu était négatif. Il faudrait, alors je ne le fais pas ici parce qu'on commence à manquer de temps, mais il faudrait regarder certaines valeurs de double, comme par exemple l'infini. Dans double, vous avez positive infinity. Vous avez aussi une valeur de double qui s'appelle nan pour not a number. Donc c'est par exemple, quand on fait une division par 0, ça va renvoyer not a number. Donc évidemment, dans ces cas-là, ce n'est pas un nombre, donc c'est difficile de calculer l'impôt sur pas un nombre, ou sur l'infini, qui soit positif ou négatif. Donc dans tous ces cas-là, encore une fois, il faudrait sans doute lancer une exception pour dire le montant n'est pas correct, et ne pas essayer de calculer un impôt sur un montant qui est incorrect. Donc, on a vu dans cette vidéo comment une petite méthode relativement simple peut amener à certaines complications. On a vu comment écrire des tests unitaires pour rapidement se retrouver en situation d'exécuter notre code. On a vu que la plupart du temps, tant que ça ne fonctionnait pas, il fallait l'exécuter en mode debug, et on a vu les éléments principaux d'un debugger, et en particulier la possibilité d'évaluer une expression pour pouvoir regarder plus en détail ce qui se passe. Et on a vu que pour un test unitaire, il est toujours bon de mettre une limite de temps pour éviter de se faire piéger par des boucles infinies, et qu'on pouvait également
s'attendre à des cas exceptionnels au niveau de la signature d'un test unitaire.